Peut-être que je rêve debout. Elle me fait penser à la musique, son visage. On est arrivé à l'époque des hommes doubles. On n'a plus besoin de miroir pour parler tout seul. Quand Marianne dit « il fait beau », à quoi elle pense? D'elle, je n'ai que cette apparence, disant « il fait beau », rien d'autre. À quoi bon s'expliquer ça? Nous sommes faits de rêves et les rêves sont faits de nous. Il fait beau, mon amour, dans les rêves, les mots et la mort. Il fait beau, mon amour, il fait beau dans la vie. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, cours de mime? Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La versus des cœurs en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bienvenue dans The Cinema Show, votre émission 100% cinéma sur Radio Campus Montpellier. Ce soir, ce sera la première fois que j'anime cette émission, mais je ne serai bien entendu pas seul. Autour de moi pour vous parler durant 1h30 de cinéma, nous retrouverons deux membres de la fratrie Baïchouroz, Edwin et Simon. Comment allez-vous ? Salut. Salut, ça va et toi, ça va ? Ça va. Pas trop d'appréhension Un pour peu ta stressé. première là ? On accueille également deux chroniqueurs qui feront leur première, Marine. Salut. Ainsi que Lucien. Salut. En fin d'émission, c'est Marie qui nous rejoindra pour animer le quiz. À la technique ce soir, on retrouve Arnaud, accompagné de Margot à la vidéo. Bonsoir à vous. Ah mais tu peux pas te répondre ce soir. Ce soir, je voulais commencer The Cinema Show avec une scène de Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard. D'une part pour rendre de nouveau hommage à Belmondo, et d'autre part car c'est un film qui compte beaucoup pour moi, et ça me tenait à cœur d'animer une première émission en commençant par ça. Au sommaire du jour donc, des débats sur 3 films sortis mercredi dernier, Dune de Denis Villeneuve, L'origine du monde de Laurent Lafitte, Le bal des folles de Mélanie Laurent. Également de la partie vos traditionnelles rubriques, news, top et quiz, ainsi qu'une interview d'Olivier Barbery du magazine Synchro consacré au doublage. Sans plus tarder, débutons tout de suite par les dernières actualités cinéma de la semaine. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Au sommaire des news, le mercato, quelques annonces, un nouveau conflit à cause de la chronologie des médias et les 73e Emmy Awards. On débute tout de suite par le mercato. Cette semaine, nous avons appris que notre Quentin Dupieux national est en tournage depuis le 9 septembre. Nous avons un titre, Fumer fait tousser, ainsi que quelques noms au casting comme ceux d'Anaïs Desmoustiers, Gilles Lelouch ou encore Vincent Lacoste. Hugo Solignac, producteur du film, parle d'une comédie aux ambitions artistiques folles et annonce un budget conséquent. Alors est-ce que ça vous tente ? Ouais, moi j'avais pas été très emballé par Mandibule. Ouais. Et j'en attends pas mal de choses. C'est vrai qu'il y a un joli casting là. Bah, bon, comme d'habitude finalement dernièrement. Pas ce qui est Gilles Lelouch. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Bah ouais, je l'attends. De toute façon, comme
comme Quentin tout film de Quentin compatible, Dupieux j'ai quand même. vu. Ouais. Est-ce que vous trouvez pas qu'il tournerait peut-être un peu trop de films en ce moment Dupieux, vous pensez pas que ça peut influencer sur la qualité? Je sais pas, non, ça va. Après, il y en a qui faisaient un film tous les ans et ils s'en sortaient très bien. Ouais. Et puis il y en a qui ont besoin d'un peu plus de temps. Puis le fait que ces films soient souvent quand même assez courts, Ouais. je pense que ça alourdit pas Ça trop la aide chose. justement à ce qu'il en fasse plusieurs, je pense. Ouais. Puis souvent c'est des concepts, donc il a une idée et tac, hop, il se met direct au boulot, je pense, dessus, et puis il arrive facilement à tirer des gros noms maintenant. Donc. Ouais. En tout cas, moi aussi, je suis très intéressé. Alors, nous avons aussi appris la fin du tournage du 5e opus de la saga Predator, produit par Disney et réalisé mais ça, par par contre, Dan on attend vraiment Trachtenberg. beaucoup là. On l'attend énormément. J'avoue J'étais qu'il y a pas du tout au courant. aucune transition entre les deux, mais on n'a pour l'instant pas plus d'informations, mis à part que le film s'intitulera Skull et serait prévu pour 2022. Je sais plus si j'ai lu ça ou quoi, mais que c'était un truc qui permettait un lien entre le premier Predator et peut-être les aliens contre Predator, ou je sais pas, peut-être j'ai lu la merde. Je n'y avancerai pas pour l'instant. On n'a rien Ça sort sur de nulle l'histoire part et on n'a même pas encore en fait des acteurs ou rien en fait. Ouais, juste pour l'instant, on a juste ça, c'est terminé. Ah ok, ouais, voilà. c'est terminé. Ils ont fait tourner un Predator directement, c'était plus simple. Voilà. Ouais. Du coup, pour les news hors mercato, passons au crible 3 annonces. Une première bande-annonce du nouveau film de Guillermo del Toro intitulé Nightmare Alley a été dévoilée. Ce sera le remake du film noir éponyme réalisé en 1947 par Edmund Goulding. Del Toro prévient qu'il s'attaquera cette fois-ci à un film noir et non à un film fantastique. La sortie est prévue en France pour le 19 janvier 2022. Suite au succès du film L'événement d'Audrey Diwan, récompensé du Lion d'Or à la 78e Mostra de Venise, Wild Bunch annonce la sortie du film au 24 novembre 2021, au lieu du 2 février 2022. De quoi titiller encore plus notre curiosité à propos de ce film. Et pour les fans de James Bond qui attendent impatiemment Mourir peut attendre, l'intégralité des 24 James Bond sera disponible sur la plateforme française Salto dès le 24 septembre. Des réactions ? C'est bien pour l'événement qui sorte plus tôt, on l'aura plus vite en salle, et puis je pense que le distributeur il s'est dit si on le sort un peu plus tôt on va pouvoir jouer les Césars cette année. Voilà. Donc on passe avec un nouveau conflit à cause de la chronologie des médias, préparez les Doliprane. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une spécificité française qui permet d'espacer les différentes sorties des films sur les différents supports. Cela permet de favoriser le support physique ainsi que les chaînes de télévision, comme Canal+, qui investissent directement dans le cinéma français en échange du droit de sortir les films plus tôt que les autres. Depuis le dernier décret du 1er juillet 2021, les services de vidéo à la demande comme Netflix ou Amazon Prime Video peuvent proposer du contenu 12 mois après la sortie en salle au lieu de 38 mois auparavant. Mais de nouveau, on apprend que la chronologie des médias est attaquée en France, car on est vraiment les seuls à vouloir imposer ce genre de délai. Cette gronde ne se limite pas que aux géants états-uniens, puisque Canal+ estime que les 12 mois de ces plateformes empiètent sur leur fenêtre de sortie qui est à 9 mois. France Télévisions voudrait une exclusivité de 1 mois pour le passage des films en clair qu'ils acquièrent aux grands studios. En gros, tel blockbuster acheté par France Télévisions passe en clair pendant 1 mois à la télévision, et pendant tout ce temps, toutes les autres plateformes doivent retirer temporairement le film. Donc c'est un vrai casse-tête, où vient s'ajouter la riposte américaine. Disney voudrait passer directement par la case Disney+, pour éviter les délais après la sortie en salle de leur production, ce qui impacte directement les exploitants de salles qui pourront plus diffuser des films Disney. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez encore C'est vraiment... on suit plus rien, quoi. Non, je pense sincèrement quand même que c'est peut-être un gros merdier, mais c'est un merdier qui nous permet de faire vivre encore un cinéma français assez puissant, puisque on est un des rares pays aussi à avoir, je crois que les films américains représentent l'équivalent des films diffusés en salle, alors que dans les autres pays c'est à peu près 80%, et c'est grâce notamment aussi à ce système. Alors après, je pense que c'est sûr qu'il faudra peut-être le réformer un peu,
parce qu'on n'est plus, en fait, là on applique une logique qui date des années 80-90. C'est ça, on rentre dans une nouvelle ère là. Voilà, et c'est le streaming aujourd'hui qui fait la loi, ouais. Mais après, je trouve ça dommage que Disney mette comme ça la pression. Permettez-nous de sortir les films en salle et sur Disney+, sinon on les passe que sur Disney+. C'est vrai que c'est un peu idiot comme méthode. En plus, ils ont bien vu que Disney+, ça fonctionnait moyen quand ça sortait direct dessus et que valait mieux privilégier une sortie en salle pendant 45 jours, ce qu'ils font aux États-Unis pour certains films, puis ensuite basculer sur Disney+. Après, je suis d'accord, il faut peut-être réduire la taille. Mais pour moi, c'est important ce qu'ils ont fait le cinéma français, de se battre pour le cinéma français justement, mais c'est sûr qu'il faut, comme tu as dit Simon, revoir un peu la réforme. Il faut se mettre autour de la table et essayer de trouver une solution, parce que c'est vrai que même si le cinéma, les films que propose Disney, c'est aujourd'hui des films qui en salle font des gros scores, et si on perd ça, en fait, on va perdre des entrées en France et des entrées qui aident à financer des petits films français ensuite. C'est le problème. La chronologie des médias, je pense, c'est ce qui a contribué à préserver ce qu'on appelle un peu l'exception française, et je pense que c'est très très important qu'elle puisse s'adapter au nouveau contexte, aux plateformes notamment, et du coup mais après je pense que ça va mettre un peu de temps, mais tout ça va s'éclaircir. Mais surtout que tout le monde ne veut pas la même chose, c'est ça le problème. Canal+ aussi, ils veulent plus investir dans le cinéma français s'ils n'ont pas d'exclusivité, des trucs comme ça. Non, c'est un bordel monstre. Donc réunir tout le monde autour de la table, oui, mais ça va être galère. Ça marche. Terminons très rapidement cette section news avec la cérémonie des 73e Emmy Awards consacrée au programme télévisé. On peut noter The Crown en meilleure série dramatique, Ted Lasso en meilleure comédie, ainsi que Le Jeu de la Dame en meilleure mini-série. Beaucoup fustigent cependant l'absence totale de statuettes pour The Handmaid's Tale, ainsi qu'un manque de diversité ethnique dans les récompenses. Est-ce que vous avez suivi cette cérémonie ? Absolument pas. J'ai vu un petit peu les résultats. Bon, il y a aussi, il y en a qui ont beaucoup râlé aussi, parce que outre The Handmaid's Tale, il y a aussi WandaVision qui a rien eu. Bon, ça me choque pas non plus que ça. Donc, je pense que le palmarès est assez logique finalement. Mais ça me tente en tout cas de voir surtout Ted Lasso, parce que ça fait depuis longtemps que elle me tourne autour, cette série. Donc, il y a des pubs partout, j'ai l'impression que c'était matraqué cette série. Tu vois, et ça marche, ça fonctionne. J'avais regardé tout de suite ce soir en rentrant. Et bien après les news, passons maintenant au cœur de notre émission, les débats. Donc ce soir, 3 films sont au programme de nos débats: Dune, L'origine du monde et Le bal des folles. Et on débute tout de suite par le film que l'on entendait depuis bien longtemps. Je veux bien entendu parler de Dune de Denis Villeneuve. Bande d'annonce. There's something happening to me. There's something awakening in my mind. I can't control it. What did you see? There's a crusade coming. Do you often dream things that happen just as you dreamed them? Yes. The test is simple. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. You inherit too much power. You have proven you can rule yourself. Now you must learn to rule others. Something none of your ancestors learned. My father rules an entire planet. He's losing it. He's getting a richer one. He'll lose that one too. Arrakis is a death trap. I'll kill him. This is an extermination. They're picking my family off one by one. Let's fight like demons.
An animal caught in a trap will gnaw off its own leg to escape. What will you do? I know you. One day, the legend will be born. All of civilization depends on it. The future. I can see it. I must not fear. Fear is the mind killer. My Lord Duke. Where the fear is gone, only I will remain. Go, go, go! Dune de Denis Villeneuve. Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, est voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, Arrakis, la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre. Donc ce soir, ce sera Lucien qui va commencer sur ce Dune. Qu'en as-tu pensé ? Ouais, alors déjà j'annonce direct, moi je suis un grand fan du livre de Dune et de tout l'univers de Dune. Quand j'étais ado, je lisais les romans écrits par Frank Herbert, ceux qui ont été écrits par son fils après. Et bon, ça date un petit peu, j'ai oublié pas mal de choses, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et là je trouve qu'avec le Dune de Villeneuve, on a peut-être enfin un film à la hauteur de ce que les fans peuvent attendre, parce que... Ah, il y en avait eu un avant. Hein. Ouais, mais justement, je ne savais pas si on doit parler de celui de Lynch, voilà. Parce que voilà, moi au passage, je l'aime beaucoup celui de Lynch, mais je comprenne qu'on puisse cracher dessus un peu. Non, j'irais pas jusqu'à cracher dessus, mais c'était particulier. Ouais. Et puis... C'est vrai que Dune, ça a toujours un peu le statut adaptation maudite, puisqu'il y a aussi le projet de Jodorowsky qui a été avorté. Et voilà, là je trouve que c'est une adaptation assez fidèle à l'univers, et j'ai beaucoup aimé notamment la place qui est laissée aux visions du personnage de Paul. C'est quelque chose de... Ça ralentit le film, peut-être trop, certains diraient, moi je trouve pas du tout. Et c'est quelque chose qui était déjà très important dans le livre, et c'est bien qu'on puisse le retrouver dans le film. J'ai beaucoup aimé le travail sur les lumières aussi. Bon, c'était déjà le cas dans Blade Runner 2049, mais là, c'est juste magnifique. Et voilà. Après, voilà, le film se donne du temps, et le fait que ce soit sur une trilogie, je trouve que c'est important, alors que là, Lynch avait voulu tout rentrer dans 2 heures. Là, en 2 heures, on a un tiers de l'histoire, et je trouve ça génial. Enfin, ça annonce que du bon. Une grande saga. C'est en 3 parties, je croyais que c'était en 2. Ouais, moi aussi, je pensais. J'ai l'impression que c'est en 2, et il veut faire un 3e volet pour adapter les autres Dunes ensuite, ou un truc comme ça. Ah ouais, peut-être, mais j'étais mal renseigné. Mais j'ai eu Denis tout à l'heure au téléphone. Mais ça va. Un ami de la maison. C'est pour ça, il était occupé. Ouais. Je sens que tu as envie de rebondir, Simon, du coup. Bah oui, non, je peux rebondir. Moi, je suis pas d'accord avec toi concernant le rythme. Au contraire, je trouve que ça dure peut-être 2h30, mais ça va très 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 vite. Il y a une allure assez folle, et moi, j'en aurais voulu peut-être encore plus, et j'aurais voulu qu'à certains moments, il prenne plus son temps, le film. J'ai pas senti de... Je comprends qu'au début, peut-être, ça prend un peu de temps à commencer, mais après, quand ça part, ça ne s'arrête plus. Et je trouve que c'est quand même une des forces du film aussi, c'est réussir à bien introduire cet univers qui est du coup hyper vaste, si j'ai bien compris dans le livre. Et la tâche devait être lourde pour Villeneuve, donc voilà, de passer après l'échec de Lynch, l'échec de Jodorowsky. Et là, on comprend super bien aussi.
j'ai trouvé on n'est pas perdu même pour les néophytes, et je trouve que c'était gage de qualité. Bon, les images elles sont somptueuses comme tu l'as dit. Pour moi c'est un film à aller voir en IMAX, et ça sert l'IMAX, et quand il y a des films qui sont tournés en IMAX pensés pour, je ne peux que dire aux gens d'y aller. Puis les comédiens, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais bon, on a quand même un casting de haute voltige, Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Jason Momoa, voilà, bon, c'est du lourd, et puis ils arrivent quand même chacun à s'exprimer à peu près bien. Il y a des séquences qui fonctionnent aussi super bien, l'attaque en milieu de film, ou même la scène de la boîte au début là, avec Charlotte Rampling qui fonctionne super bien. Moi, mon gros problème sur Dune, c'est que il se tient pas sur lui tout seul en fait. Ouais, et je te rejoins. Et c'est étonnant quand on sait que Denis Villeneuve, il disait à propos de Blade Runner 2049, il disait je déteste les suites, j'aime pas les films qui se tiennent pas sur eux-mêmes, et c'est pour ça qu'avec Blade Runner 2049 j'ai fait un film qui se tient sur lui-même. Et là en fait c'est tout le contraire. Et à la fin, tu as juste l'impression qu'il y a un entracte qui va débuter et que tu vas avoir la suite tout de suite après. Et non, va falloir attendre puisque la Warner a pas mis en route le film encore. Moi, à la fin, ça m'a fait penser à La Croisée des Mondes. Je sais pas si vous vous souvenez le film. La boussole. On disait, putain, le film va commencer là, et bam, ça s'arrête. Non. Et puis la BO aussi, j'attendais beaucoup plus de Zimmer. Les gens disent qu'elle est vraiment bien. Je l'ai réécouté tout à l'heure et non. Moi, je trouve qu'il manque des thèmes épiques en fait dans ce film. En fait, il a réussi à bien personnifier un peu il a cherché dans les instruments des trucs comme ça pour chaque ambiance, tout ça qui va avec l'univers, ça c'est bien transcrit. Mais mais il y a rien qui reste. Et puis je voudrais finir sur les combats. Bon, ils sont un peu moins rigides que dans Blade Runner, mais on sent que Denis Villeneuve c'est pas là où il est le meilleur. Mais après toute cette déception, et notamment celle du côté entracte, sera peut-être effacée quand il y aura le second épisode et qu'on pourra se dire de toute façon c'est qu'un grand film de 5 heures, mais pour l'instant c'est pas le moment. C'est pas le cas. Moi je te rejoins beaucoup sur ça. C'est un film que j'ai bien aimé, justement. C'est une œuvre qui peut plaire à tout le monde, je pense. C'est maîtrisé de bout en bout, la mise en scène de Villeneuve, les acteurs. Et aussi, il y a quand même une cohérence esthétique assez forte. Et ce qui était assez chaud, c'était de présenter tout un univers avec tous ces personnages, toutes ces planètes, tous ces enjeux. Justement, je trouve qu'il réussit très bien à faire ça. Bien fait, Mais si j'ai quelques réserves, c'est ce côté beaucoup trop bande-annonce pour le deuxième épisode. Et du coup, on est en mode, on aimerait bien quand même on a des choses, mais on aimerait avoir un peu plus d'éléments. Et c'est vrai que moi, je trouve que la musique d'Hans Zimmer, à part la musique d'introduction et la musique de fin, je trouve que ça manque un peu, c'est un peu trop illustratif. Il aurait fallu plus d'âme, mais sinon, c'est ça. Tout est très bien retransmis, je trouve, et c'est assez. Il y a quand même des codes aussi de la tragédie théâtrale, parce que on a les rêves du personnage de Paul qui annonce un peu déjà ce qui va se passer pour certains personnages. Voilà, donc Marine, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ouais, je suis assez d'accord avec toi, parce que c'est vrai que pour moi, j'ai pas vu le temps passer, même s'il dure 2h30, mais j'avais vraiment l'impression d'être dans une introduction à autre chose. Et pas déçu, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et on nous présente l'histoire, les personnages. Voilà, on nous met en place autre chose qui est intéressant. Mais petite réserve aussi sur peut-être la durée et ce qui s'y passe. Pour moi, c'est une introduction à vraiment autre chose. Mais belle ébauche de Denis. Bravo, Denis. Voilà. Après, il respecte le roman original. Oui, après moi je connaissais pas du tout, j'ai pas lu les romans originaux, donc je découvrais cet univers, et je trouve que la mise en scène par contre est vraiment extraordinaire, notamment les décors qui sont aussi extraordinaires. Je trouve que même l'utilisation de la courte focale, quand on voit les grands décors avec les petits personnages devant, ça nous fait vraiment rentrer dans un nouveau monde, vraiment, et ça pour le coup, vraiment bravo. Et puis il est comme Nolan à vouloir tourné en naturel aussi, il y a très peu de fond vert dans le film, et du coup je pense que le film va beaucoup moins vieillir que certaines productions, et notamment les productions Marvel.
C'est vrai que ma remarque, c'est qu'on est vraiment, je trouve, arrivé à un niveau en termes d'effets spéciaux qui est assez fou. Peut-être c'est un peu ça qui a manqué. Dans 15 ans, tu rediras ça. Oui, mais par exemple, les années 2000, c'est un peu l'enfer en termes d'effets spéciaux. Bah non, mais c'était toujours mieux que 10 ans avant. Et... Oui, mais quand on regarde Blade Runner, c'est quand même... parce que il maîtrisait bien ce côté effets spéciaux, maquette et puis naturel. C'est ça. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on maîtrise enfin les effets spéciaux numériques et qu'on le fait vraiment à bon escient. Ouais, voilà, c'est ça. Margot, en tout cas, a adoré parce qu'il y a Timothée Chalamet, elle voulait que je le dise, et elle l'adore trop, il est trop beau, nanana. C'est ça que t'as dit. Du coup, elle est fan de l'AS Saint-Etienne. J'aime bien le rappeler. Moi, je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit, et je remets même un appui sur l'expérience IMAX. Et il faut le voir en IMAX, ce film, parce que c'est quelque chose. On n'a pas des parts chez IMAX. Non, on n'a pas de part, mais c'est vrai que... Par contre, s'ils veulent nous en donner, il n'y a pas de souci. Ça fait partie, avec Blade Runner, de mes meilleures expériences en IMAX. Donc ça, il faut quand même le souligner que Denis Villeneuve, il a respecté le format, quoi. Et justement, moi, j'ai tendance à justement le comparer avec Blade Runner 2049, où j'avais l'impression que dans Blade Runner, il avait eu complètement une carte blanche, et comme tu avais dit, Simon, il est là pour faire le film et pas présager d'une suite. Là, si je devrais dire vraiment un point négatif, c'est qu'on a l'impression qu'il a plus une casquette de producteur et qu'il est en mode allez, vas-y, c'est bon, je vais faire mes suites, tout ça. Il est plus dans un objectif de nous vendre un projet, en fait. C'est ça. Et le point positif quand même qui en résulte de ça, c'est que c'est un film beaucoup plus accessible quand même, et on rentre assez bien dans l'univers et on a envie de s'y plonger. Ou peut-être dans Blade Runner 2049, c'était un peu plus compliqué. C'est sûr qu'il y avait déjà eu c'était une suite d'un film déjà, donc c'était compliqué de s'y plonger. Qui n'est pas si facilement accessible aussi. C'est ça, voilà. C'est pas le film de science-fiction le plus simple à rentrer dedans pour les néophytes. Moi, je pense que sur ce film-là, il a quand même carte blanche, Denis Villeneuve. Mais il pense à la suite, quoi. Donc, est-ce que c'est justement le bon compromis entre la part un peu artistique et la part un peu plus producteur où il faut vendre, voilà. Ça pourrait être une carte blanche, voilà. Waouh, le gars il arrive, il met ses cartes blanches comme ça. Il a d'ailleurs expliqué que ça faisait depuis Incendie, donc quand même 2010, où il n'avait pas eu autant de liberté totale pour faire quelque chose, donc c'est quand même assez fou. Bon, à voir ce que ça donne. Peut-être ça peut donner un très 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 grand film si vraiment on le prend dans son ensemble. En tout cas, pour la France, une deuxième partie serait possible si les chiffres français reflètent un peu ce qui se passe au niveau mondial, parce que plus d'1 million de spectateurs en une semaine, c'est le meilleur départ pour un film depuis Star Wars, l'ascension de Skywalker. C'est vrai que c'est assez fou. Donc, ça remontait un peu maintenant. Moi j'ai eu peur justement qu'il bide, un peu comme Blade Runner, mais au final là, pour l'instant ça prend bien pour le moment. C'est plutôt pas mal. Ça marche. Et bien maintenant changeons de genre, de registre et de pays pour passer directement à l'événement du cinéma français de cette semaine, L'Origine du Monde, qui est la première réalisation de Laurent Lafitte. Qu'est-ce que nouveau ce passage derrière la caméra? Réponse après la bande-annonce. Ouais, Michel, c'est moi, c'est Jean-Louis. Tu peux venir à la maison, s'il te plaît? Non, je me sens pas bien. Écoute mon cœur. Je t'écoute. Non, écoute mon cœur. Ah, oui. Alors... Qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends rien. C'est ahurissant. Ton cœur ne bat plus. C'est grave. Disons que quand on est mort, c'est pas grave. Mais étant donné que t'as l'air vivant, c'est préoccupant. Je vais te réanimer. Je suis animé. Je préfère te briser 2 ou 3 côtes que te regarder mourir. Je t'emmène à l'hosto. Qu'est-ce qu'ils vont me faire à l'hôpital? Ils vont te plonger dans un coma artificiel. Pourquoi faire? Pour que tu ressuscites. Tu peux dire un truc normal, s'il te plaît? Enfin, ce truc est pas normal, t'arrêtes pas de bouger, de hurler que t'es mort. Tu trouves ça normal, toi? Je suis pas mort, putain, je suis pas mort! Je vois bien que t'es pas mort, m'engueule pas, je comprends rien, là. L'Origine du Monde de Laurent Lafitte. Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant? Est-il déjà mort? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène.
Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margot, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime. Edwin, qu'as-tu pensé de ce tabou ultime? Ton tabou ultime. C'est même un peu le but du film, de mettre les tabous en exergue. Voilà, c'est ça. Moi, du coup, j'ai un avis plutôt positif sur ce film. Voilà, je l'ai trouvé plutôt sympa. C'est vraiment ce que j'attends d'une bonne comédie française, surtout avec un Laurent Lafitte, justement, de la comédie française, et qui en plus ici passe derrière la caméra aussi. Plus sérieusement, on est sur un film qui est bien écrit, bien mis en scène, voilà, c'est assez soigné. Et je note aussi quand même qu'il y a un effort sur l'adaptation, parce que ça vient donc d'une pièce de théâtre, et je trouve il est pas tombé dans le piège de juste faire ce qu'on peut voir des fois dans les adaptations théâtrales au cinéma, où on sent trop justement l'aspect théâtral. Là, au moins, il y a quand même un petit effort, un effort qui est fait. Déjà, il fait sortir ses personnages. Oui, exactement. Voilà. On n'est pas dans un huis clos, quoi. Et du coup, ça se ressent directement aussi. Ce travail-là se ressent sur la direction des acteurs. Donc ça, c'est plutôt positif. Et après, sur le fait que ce soit un film décalé, donc voilà, c'est ce que j'ai bien aimé justement dans le film. Je l'ai trouvé drôle, sur ses aspects absurdes, ses comiques de situation. Et justement, ce qu'on disait au tout début, Simon, sur ces aspects où il choque, justement, et je pense que c'est ce qu'il veut provoquer, c'est ça, ces moments un peu embarrassants, où le public il est un peu qu'est-ce qui se passe, je pense qu'il y a peut-être qu'ils vont. C'est vrai qu'il y a des moments gênants, des plans, il y a le plan très long là avec Vincent Macaigne et Hélène Vincent là dans le salon. Et je pense que justement c'est ce que voulait faire Laurent Lafitte, et je pense qu'en tout cas sur ce qu'il voulait faire, il l'a plutôt bien maîtrisé. Donc, voilà. C'est vrai que ce plan-là, il représente bien aussi le fait que Laurent Lafitte il a réussi à comprendre comment filmer la chose pour retranscrire le malaise, le retranscrire du théâtre au cinéma, et ça passe par la caméra finalement, et ça c'est gage de réussite pour un film déjà. Moi je te rejoins, c'est filmé, c'est quand même assez classique dans la mise en scène et tout, il n'y a pas de folie, mais on s'éloigne, comme tu as dit, de ce qui est fait d'habitude dans les adaptations dans le théâtre filmé, donc c'est plutôt cool. Les acteurs sont top, même Nicole Garcia, je suis pas super fan d'habitude, là je l'ai trouvé très 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 drôle. Pour moi c'est 1h30 de bonne qualité quand même, et c'est un très gros prétendant pour les Césars à mon avis. Je le sens bien, peut-être pas gagnant, mais en tout cas nommé dans beaucoup de catégories, que ce soit pour les acteurs et même pour du coup premier film, des trucs comme ça. Après moi, ce que je regrette, c'est parfois il y a des trucs un peu, des propos un peu du passé, on va dire, notamment sur les personnes trans, et surtout je trouve que c'est un peu toujours pareil, ces films qui sont adaptés du théâtre de boulevard, on est toujours dans un milieu social élevé, un peu bobo parisien. Moi je me dis, vas-y, à quand on fait un film comme ça dans les cités, tu vois, pour changer un peu là, pour prendre à contre-pied. C'est pour ça que ça pourrait être sympa. C'est vraiment ce qu'on attend d'une comédie française un peu aujourd'hui. On est vraiment dans les mêmes thèmes. On est quand même, c'est bien fait, c'est bien fait. Une comédie française adaptée d'une pièce de théâtre, parce que si tu comptes 30 jours max, tu vois, c'est autre chose encore, c'est un autre style. mais en tout cas, ça fonctionne bien et on rigole plutôt pas mal. En tout cas, moi je me suis bien marré. Moi de mon côté, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne surprise. J'ai bien aimé le film, et c'est surtout grâce à son humour. En fait, c'est littéral quoi, mais vraiment de A à Z. C'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour le côté adaptation, par contre, de mon côté, j'ai trouvé que ça faisait ça se sentait un peu trop, justement, voilà, dans les mêmes appartements bourgeois parisiens, et puis mais il fait quand même l'effort de sortir, ce qu'on disait quand même, ou de changer de lieu, tu vois. Oui, c'est vrai que si ça avait été j'ai un pas huis vu clos la pièce total, de théâtre, peut-être que la pièce de théâtre elle bouge aussi beaucoup, quand on pense à un film de Denis Villeneuve comme Incendie par exemple, c'est une pièce de théâtre là aussi à la base. Oui, mais et ça quand bouge, on le voit, ça bouge beaucoup on aussi se dit dans la pas pièce. que c'est une pièce de théâtre. Mais il a dit, Laurent Lafitte, qu'il voulait un peu filmer autre part que uniquement dans une seule pièce, dans un seul appartement.
Et du coup, peut-être, je pense, le gros défaut du film pour moi, c'est que c'est un peu trop répétitif par moment. Il y a une grosse blague majeure qui est spoilée dans une des bandes annonces. Et c'est vrai que par moment, ça peut être un peu énervant. Mais tu vois, moi, je m'attendais à ce que, avec la bande annonce que j'ai vue aussi là, je m'attendais à ce que ça soit le but du film. Ça reste le but, mais c'est fait quand même. C'est relancé en tout cas. Il y a des rebondissements. Et je pensais que ça serait vraiment la rencontre, en tout cas, pour pas trop spoiler, mais il y a une rencontre entre Laurent Lafitte et sa femme Karine Viard et une autre personne. Et je pensais que ça interviendrait que vers la fin, ou en tout cas ça serait un gros passage et puis le film s'arrête là. Ouais. Alors qu'en fait, ça arrive assez tôt et puis ensuite il y a encore d'autres choses qui se passent. Du coup, Marine, qu'en as-tu pensé ? Moi, j'ai beaucoup aimé. Il m'a bien fait rire, du début à la fin, mais je suis un peu partagée entre vos deux avis parce que je trouve qu'il est très redondant à partir d'un certain moment. Une fois que l'introduction est passée, qu'on a posé l'intrigue, qu'on a commencé à faire des blagues un peu absurdes, tout ça, bon, on se met dedans et après, on a juste cet humour qui reste et plus forcément cette intrigue. Donc, au bout d'un moment, c'est un peu répétitif. Mais je trouve que c'est bien mis en scène et l'humour en tout cas m'a plu et du coup c'est ce qui m'a resté un peu, c'est ce qui m'a fait rester accroché au film quoi. Voilà. Et surtout aussi il y a eu à la fin du film il y a beaucoup de révélations qui arrivent vers la fin et du coup c'est sans dire hein, mais juste c'est aussi ce qui m'a plu parce que vraiment vers la fin je me suis pas un peu ennuyée mais je me suis dit bon où est-ce que ça va. Et finalement, ça a relancé ton intérêt. Ça a relancé un peu mon intérêt, ouais. Voilà. D'ailleurs, je trouve qu'il y a vraiment pas mal d'idées de mise en scène. Il y a la discussion au début qui est dans le noir, un travelling compensé sur Lafitte quand il découvre que son cœur ne bat plus. Quelques passages oniriques et le générique de fin vraiment restez-y jusqu'au bout. Lucien, qu'en as-tu pensé ? Moi j'ai plutôt aimé, je trouvais ça assez réussi dans l'ensemble. Je m'attendais un petit peu au début à une énième comédie parisienne avec des gens très riches mais très malheureux. Ce que c'est finalement, mais le fait que ce soit basé sur quelque chose d'un peu absurde, un peu surnaturel, ça fait faire un pas de côté au film et ça fait plaisir. Et puis j'ai Vincent Lafitte. Vincent Lafitte, t'as mixé les deux. Mais non, Laurent Lafitte. Je sais plus lequel. Laurent Lafitte. On sent qu'il a vraiment voulu s'émanciper un petit peu du médium original là, du théâtre avec des scènes très oniriques qui n'auraient pas été possibles sur une scène de théâtre, je pense. Et les flashbacks et tout. Les flashbacks ou même moi c'est vraiment une scène qui est au tout début où il est là, il joue du piano et on a juste des plans sur les objets de sa maison et c'est une super manière de poser le cadre, je trouve. Et de comprendre que c'est encore des riches parisiens. Voilà, c'est ça, ouais. Moi je me disais ces petits travelling sur les montres, des trucs comme ça, ça faisait pub en même temps, tu vois, pub pour Rolex, pub. Mais voilà, non, je trouve il y avait plein de bonnes idées, le film osait quelques petits trucs, ça faisait plaisir. Voilà. Personne veut rajouter quelque chose du coup ? Sur l'origine du monde, moi franchement en tout cas j'engage les gens à aller le voir et je trouve que en matière de comédie française sur ces dernières années, même si la semaine dernière encore une fois tu vois dans un autre registre j'ai aimé une comédie française Les Méchants, allez le voir aussi. Je soutiens ce que tu viens de dire. Coupez leur micro. mais tu vois, mais ça arrive pas souvent et là en 2 semaines 2 films comme ça, moi j'ai été plutôt réjoui par rapport à ça. Et puis la performance des acteurs, moi je trouve qu'elle est réussie. Mais Karine Viard aussi, une actrice dont je suis pas vraiment fan d'habitude et là vraiment bien. Là, c'est le bon rôle quoi, genre je pense que c'est bien choisi. Et puis même pour Hélène Vincent qui doit jouer quelqu'un de plus vieille en vrai, parce qu'elle est plus jeune dans la réalité je pense. Et je trouve qu'elle s'en tire vraiment bien. Non, franchement poids lourd pour les Césars. Mais en termes de nomination, encore une fois, je suis pas sûr que ça gagnera des trucs. Peut-être. Ou peut-être second rôle, tu vois, Vincent Macaigne second rôle. Ça, allez, je vous le donne. C'est cadeau. Allez, pour notre 3e et dernier film de la soirée, on reste en France avec de nouveau la présence d'une personne derrière et devant la caméra. Parlons maintenant du Bal des Folles de Mélanie Laurent.
sommes-nous? Je ne reconnais pas le... Oh non, pas ça. Pas la salpêtrière. Pas la salpêtrière. Non, pas ça. Pas ça. Non! Je n'ai rien à faire ici. Ça, ce n'est pas toi qui le décide. C'est ton père, enfin. C'était ton père. Maintenant, c'est le docteur Charcot, c'est comme ça. Ne bougez pas, Marie. Déclenchez. Vos yeux se ferment. Vous n'entendez que ma voix. Est-il vrai que vous communiquez avec les morts, mademoiselle? Ne me touchez pas! Calmez-vous. Je me calme si je veux. Nous rions. Nous dansons. Nous dansons. Nous dansons. Nous sommes fortes. Nous sommes libres. Nous sommes éternels. Mesdames et messieurs, je vous prie maintenant d'accueillir celle que vous attendez tous. Mesdames, c'est à vous. Et on commence tout de suite avec Marine. Qu'en as-tu pensé? Ah, tu nous fais même pas le synopsis. Oui, le synopsis, pardon. Ah. Eugénie a un don unique. Elle entend et voit les morts. Quand sa famille découvre son secret, à la fin du 19e siècle, elle est emmenée de force par son père et son frère dans la clinique neurologique de la Salpêtrière. Le chemin d'Eugénie va alors rencontrer celui de Geneviève, une infirmière de la clinique. Alors le film est disponible sur Amazon Prime Video, donc si vous êtes abonné, n'hésitez pas. Marine, du coup. Eh bien écoute, moi j'ai bien aimé, vraiment. Alors l'histoire déjà inspirée du livre de Victoria Mas, qui m'avait déjà plu. Et donc logiquement le film allait peut-être me plaire, et c'est confirmé, il m'a plu. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? En fait j'ai beaucoup aimé les décors, les costumes qui nous font vraiment rentrer dans cette époque et cette ambiance un peu de la salpêtrière, de tout ce qui va se passer. Ça vraiment, ça m'a bien plu. Petit bémol parce que du coup j'aurais bien aimé le voir sur grand écran. Voilà, mais mis à part ça, le scénario, je trouve que c'est quand même un film qui vit, il se passe des choses, et c'est très intéressant aussi par rapport à ce que ça raconte, la condition du coup des femmes par rapport au patriarcat à cette époque, même la condition des personnes ayant un trouble psychologique, enfin tout un traitement qui a pu exister, et je trouve que c'est un bon film historique quand même, qui raconte quelque chose. Mais après, j'ai quelques points négatifs, évidemment. Hein. Je trouve que, par exemple, les relations entre les protagonistes sont pas forcément très, très approfondies pour moi. Ouais, notamment entre Lou Delage et sa collègue. Ouais, entre Laurent et... entre Delage et... mais je sais plus qui est l'actrice, mais en tout cas qui joue aussi une patiente malade. On dirait que c'est les meilleurs amis du monde, mais en vrai, non. Avec ce que tu nous as montré dans le film, non. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste ça où je trouvais que ça manquait peut-être d'un peu d'approfondissement sur ça. Mais après, un avis très positif pour ma part. D'accord. Je crois que Simon aussi a bien aimé ce film. Ouais, je te rejoins, Marine. Moi, en plus, je suis pas très fan de films d'époque, et je trouve que le film fonctionne bien. Là aussi, il prend son temps pour introduire aussi la situation, les personnages, et je trouvais que c'était plutôt le bienvenu. Puis ça parle d'un sujet aussi des esprits, et je trouve que c'est plutôt rare dans un tel film comme ça, même si c'est un peu représenté avec cliché, hein, les esprits directs, la meuf elle est en transe de ouf, mais bon, mais pourquoi pas. C'est peut-être comme ça dans le livre, après je sais pas. Oui, ça ressemble bien au livre en tout cas. Mais je trouve après que la mise en scène est plutôt soignée, les actrices sont plutôt bonnes, même Mélanie Laurent aussi. Après c'est pas non plus la folie, mais je trouve que le film en tout cas je le conseille, il est regardable et tout, et je trouve que c'était une bonne semaine d'ailleurs en général pour les films, en tout cas les 3 films qu'on a vus ce soir. Moi je vous rejoins sur le fait qu'on a un regard intéressant sur la réalité historique,
de l'époque avec l'enfermement et la maltraitance des femmes qu'on considérait comme hystériques. Mais même aujourd'hui... Ça fait écho vraiment aussi aujourd'hui. Oui, c'est clairement, oui, ça parle aussi d'aujourd'hui, et même quand on voit la manière comment sont traitées les maladies mentales, c'est vrai que ça ouvre pas mal de questions. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi les différentes prestations. On sent que Benjamin Voisin, ça va vraiment être l'acteur, et avec Lou Delage, où on sent vraiment quelque chose. Mais par contre, je suis beaucoup plus mitigé que vous sur tout le reste, parce que j'ai trouvé que moi, c'était un film très moyen. Alors, je pense, du coup, c'est peut-être l'histoire de Victoria Mass de base qui t'intéresse pas. Ouais, qui m'intéressait pas, parce que j'ai trouvé justement... du côté de Mélanie Laurent que la réalisation était vraiment académique. Oui, après elle a jamais été révolutionnaire, Mélanie Laurent. Oui, mais par exemple, moi je trouve la photographie totalement moche en fait. On pourrait partir dans quelque chose d'un peu plus gothique, d'un peu plus 19e siècle, mais je suis vraiment déçu. Peut-être qu'elle avait pris trop de risques sur son film américain, la Galveston, où c'était la photo, elle était là aussi particulière. Cette fois-ci particulière, elle était plutôt sombre, tout ça aussi, on n'y voyait pas grand-chose. Donc là, elle a voulu revenir à quelque chose de simple. Ouais, c'est vrai que du coup, ça se ressent, c'est un peu blanc, je trouve. Voilà. Mais après, oui, c'est vraiment sur l'histoire où, même si c'est une adaptation de roman et que voilà, c'est assez historique, j'aurais bien aimé que ça parte vraiment dans le fantastique, parce qu'on a un élément fantastique qui est jamais montré à l'écran. Voilà, c'est cette fameuse vision de ces personnes mortes, ou soit vraiment dans l'horreur pure et dure. Donc voilà, je trouve... Non, mais c'est peut-être là le choix de Mélanie Laurent. Ouais, c'est le choix. Et puis de pas le... Ça aurait peut-être été facile justement de montrer les esprits. Et puis parce qu'elle a envie de prendre ce sujet-là au sérieux, et je trouve de le tourner en mode un peu horreur et tout, ça aurait un peu décrédibilisé le truc. C'est vrai. Mais moi, c'est mon ressenti. Au détriment du sujet, ça aurait peut-être... On aurait moins pensé au sujet, on aurait plus pensé au côté fantastique où il y a des esprits. Donc je pense que sur ça, à mon avis, c'est le choix qui a été pris. Mais après, sinon, je suis plutôt d'accord avec toi, par contre. J'ai trouvé le film plutôt moyen, même si le sujet, il mérite et il est vraiment intéressant. Mais après, c'est sûr que je te rejoins totalement sur la réalisation qui n'est pas... qui a le mérite juste d'être là, quoi. Genre, j'ai pas trouvé vraiment que c'était... heureusement qu'il y avait une caméra pour filmer ce qui se passait, quoi. On ressent quelques plans d'ailleurs d'Inglorious Bastard avec ces fameux travelling sur quelqu'un qui est de dos. Ça m'a fait rire. C'est vrai qu'elle l'a fait beaucoup au début. Je sais pas, t'as fini. Non, moi je pense que je vais pas répéter des choses qui ont été déjà dites, donc... Moi pareil, je trouvais le film même très très moyen, et pourtant le sujet était super intéressant, mais voilà, ce film a un côté très froid, très austère, et ça peut se justifier par le scénario, mais du coup les quelques moments de bonheur, je les trouve vachement maladroits, même très mal amenés, et des personnages secondaires pas du tout approfondis. Ça m'a vraiment dérangé aussi. On a l'impression qu'ils s'additionnent, et ça nous amène un peu nulle part. Après, par contre, le choix de ne pas montrer les esprits, je trouvais ça très très intelligent, et c'est même ce qui m'a bien fait tenir le film. J'étais là, et ça a attisé ma curiosité, j'avais envie de voir où est-ce que ça allait nous amener. Mais bon, voilà, sur l'ensemble, je n'ai pas trouvé ça ouf. Par contre, je voulais rejoindre, je sais plus qui disait ça la semaine dernière, que Lou Delage, ça avait été une révélation sur le film Boîte Noire. Et là, pour le coup, moi aussi, j'ai adoré son jeu dans ce film. Je l'avais jamais vu avant, je crois, et vraiment, elle a, dans un rôle qui est pas évident en plus, elle m'a impressionné. Moi aussi, j'ai été impressionné, et voilà, je rejoins surtout Edwin et Lucien. Du coup, on va passer au top de la semaine. Il est 19h47. Alors c'est parti. On commence par le top 1 de chaque chroniqueur. Simon. Tu veux que je commence par moi? J'ai mis Dune.
Et je peux parler du coup rapidement de Summertime, si tu me laisses le droit, de Carlos Lopez Estrada qui est sorti cette semaine. J'ai juste trouvé que c'était pas aussi puissant que Blindspotting, peut-être un peu plus bancal, qui était pas son précédent film, puisque son précédent film c'était Raya et le dernier dragon, le film d'animation Disney. Il a fait ça entre temps, le gars. Je trouve que Summertime souffre un peu des défauts finalement d'un premier film. Il en reste pas moins un joli film sur la jeunesse californienne, extrêmement bien fourni en performance poétique. Si vous aimez la poésie, foncez. Ça, c'est une comédie musicale à base de poésie. Mais bon, un peu déçu. Tu le conseilles quand même ou... Un peu déçu. Okay. J'ai préféré le bal des folles. Ton top 1 Moi, c'est pareil, c'est Dune. Et si je rajoutais une petite mention spéciale, je parlerai de la série qui est sortie, je crois, la semaine dernière, une série coréenne, Squid Game, sur Netflix, et c'est plutôt pas mal. J'en suis qu'à l'épisode 1, mais pour l'instant, ça attise. Et vu que j'aime beaucoup le cinéma coréen, on retrouve aussi beaucoup d'acteurs qu'on voit justement dans ces productions coréennes. Donc, si jamais vous êtes amateur de tout ce qui est artistique, enfin, cinéma, série coréenne, foncez-y. Du coup, Lucien, ton top 1 Moi, top 1, Dune, direct. Dune aussi. Est-ce que il y a un autre film que tu as vu cette semaine Je suis allé voir Bigger Than Us hier. J'ai pas été spécialement emballé. Je ne conseillerais pas d'aller le voir, mais à moins que vous vous sentiez hyper concerné. Enfin, c'est même pas ça la question, mais forcément qu'on est concerné. Mais voilà, dans la méthode, peut-être ça m'a pas trop plu, quoi. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un film sur l'écologie, sur une intervenante qui va de pays en pays pour questionner des personnes, des initiatives. Donc peut-être si ça intéresse des personnes. Mais le film en lui-même, en termes de cinéma, est vraiment assez mauvais, je trouve. Ouais, carrément. Et du coup, Marine moi je suis en minorité parce que j'ai mis le bal des folles en top 1. Il y a Marie aussi qui avait mis le bal des folles. Vraiment, ça s'est joué entre Dune et le bal des folles. Mais j'en entends beaucoup du 2, de Dune. Ah oui. Moi, sans surprise, mon top 1 c'est Dune. Ça, c'est pas les méchants? Non, c'est pas les méchants malheureusement. Et du coup, pour le top 3 de la semaine, donc en troisième, on a le bal des folles. En deuxième, l'origine du monde. Et en premier, Dune, qui est de loin quand même. Dune partie 1. Voilà, Dune partie 1, précisons. Donc voilà. Après ces tops, il est maintenant temps de recevoir notre invité du jour, Olivier Barbery. Mais avant ça, lançons la première pause musicale de l'émission. Je voudrais rendre hommage ce soir au compositeur Jóhann Jóhannsson, décédé en 2018, et qui avait composé la BO de Premier Contact du même Denis Villeneuve. Je vous propose donc d'écouter le sublime morceau Heptapod B. What
Et donc maintenant, passons à l'invité du jour. Simon va prendre la main pour cette interview. Bon, alors, vas-y. Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Alors ce soir, on reçoit Olivier Barbery, auteur et rédacteur en chef de Synchro, premier magazine consacré à l'univers du doublage. Un thème qui m'est cher, comme certains peuvent le savoir. Bonsoir Olivier, est-ce que vous nous entendiez? Comment vous allez? Ah, on n'a pas de retour son. Ah bah, ça c'est la tuile si on n'a plus le son. Sinon on peut tester le contact par téléphone. Si... Ah, il ne répond pas, d'accord. Bon. Alors, bug, problème. On peut parler d'autre chose, hein, on peut meubler, on peut faire des choses. Ah, ok. Bon, problème de son côté, on peut essayer par téléphone à ce moment-là. Bon, présente-nous de Synchro. Bah ouais, alors Synchro, c'est un projet qui est sorti du coup qui a été initié donc par Olivier Barbery en avril dernier. Et du coup, il va nous l'expliquer de toute façon, mais c'est un grand fan de doublage. Il s'y était intéressé il y a quelques années et maintenant il y revient dessus. Et donc pour son premier numéro, il a rendu hommage à Patrick Poivet, qui était le comédien qui doublait notamment Bruce Willis, hein, sa voix est quand même assez connue, voilà. Même, même en France, finalement, on relie pour les gens, on relie Bruce Willis à sa voix. Finalement, il a aussi doublé Tom Cruise aussi à ses débuts, jusqu'au moment où il s'est fait remplacer par Puy Martin. Mais voilà, et donc il y a une longue interview sur Patrick Poivet, et puis il y a aussi une interview de Mike Dara qui fait la voix de Whoopi Goldberg, une interview de Marc Casso qui fait notamment la voix de Dumbledore pour les plus jeunes dans Harry Potter, voilà. Et une interview de Henri Gianni qui lui, une voix que je connaissais moins parce que c'est plus vieux, on remonte encore à avant, mais il faisait surtout, comment il s'appelle déjà, j'ai un trou maintenant. J'ai vu, c'est Laurence d'Arabie ou... Non, mais il fait cet acteur très connu, voilà, Anthony Quinn. Voilà. Donc voilà, il me semble qu'on l'a à l'antenne. Ah bah voilà, bon. Bonsoir Olivier. Bonjour à tous. Comment vous allez? Bonsoir. Très bien, merci de m'inviter. Ah bah pas de souci. Bon, j'ai fait une petite introduction comme ça à Synchro, le temps qu'on arrive à se reconnecter. Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler un peu plus et nous dire un petit peu comment il est né ce projet? Bien sûr. Alors déjà, il faut remonter assez loin. Moi, je suis passionné de doublage depuis quasiment toujours. Je suis plutôt un fanat de cinéma, plutôt cinéphile, ce qui est assez étrange parce que la plupart du temps les cinéphiles regardent les films en VO, ce qui m'arrive quand même. Mais dès le plus jeune âge, j'ai été plutôt assez fasciné par les voix. Par les voix des comédiens que je voyais, notamment dans des émissions comme La Dernière Séance, des vieux westerns avec John Wayne, avec Kirk Douglas. Et donc, à l'aube des années 2000, je me suis dit qu'en fait, il y avait très très peu on connaissait pas grand-chose sur ces comédiens de l'ombre. Et j'étais étudiant en cinéma à l'époque, j'ai fait des recherches en bibliothèque à ma fac et je me suis rendu compte qu'il y avait très très peu... il y avait quasiment rien à part un petit article dans un livre sur le son. Le doublage, c'était quelque chose qui était vraiment extrêmement opaque, voire on n'en parlait pas. Et donc j'ai eu la chance de croiser Thierry Desroses un jour. Et très rapidement, je suis allé le voir. Qui est la voix notamment de Samuel Jackson, pour ceux qui connaissent pas. Exactement, notamment de Wesley Snipes et de beaucoup d'autres. C'était en 2002, je crois. Je le connaissais parce qu'il jouait dans une série qui s'appelait PJ. Donc visuellement, je savais à quoi il ressemblait. Et donc je suis allé le voir et je lui ai dit, écoutez, moi, Monsieur Desroses, je suis passionné de doublage. J'aimerais peut-être écrire un livre dessus, parce que c'est une idée que j'avais en tête. Et donc il a tout de suite accepté et j'ai fait une interview avec lui. Et de là, c'est enchaîné pendant environ 3-4 ans, une vingtaine d'interviews.
dont les personnes dont vous avez cité les noms qui sont dans le numéro 0 du magazine. Mais malheureusement, le livre ne s'est jamais fait. Il s'est jamais fait pour plein de raisons, hein, des raisons professionnelles notamment. Puis j'ai eu des enfants. Et donc, c'est lors du confinement que je me suis posé beaucoup de questions sur mon travail, sur est-ce que j'étais vraiment heureux dans ce que je faisais. Je travaillais dans le commerce et finalement je me suis dit mais pourquoi pas reprendre ce livre. Et très vite ce livre s'est transformé en magazine parce qu'il m'est apparu comme une évidence que un magazine c'est beaucoup mieux pour en parler. Le sujet était tellement dense qu'un livre n'aurait jamais suffi et donc j'ai décidé de lancer Synchro. Et alors, comment ça se présente un exemplaire de Synchro? C'est des interviews, c'est aussi un petit peu de texte où vous présentez la carrière des comédiens? Alors aujourd'hui, le numéro 0, c'est strictement des interviews, mais parce que j'ai sorti 4 interviews que j'avais faites il y a à peu près 15 ans pour justement tester un petit peu ce produit pour voir s'il y avait une appétence pour un tel magazine. Mais l'ambition du magazine, c'est véritablement de parler des comédiens, bien sûr, mais pas que. De parler de tous les métiers qui sont encore plus des métiers de l'ombre que ces comédiens qui font du doublage, à savoir des directeurs artistiques, pourquoi pas des monteurs son, les détecteurs qui sont des personnes qui arrivent en premier sur un film, ils doivent détecter les ouvertures de bouche d'un film en version originale pour qu'ensuite l'adaptateur puisse mettre des dialogues dessus. Et donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment de parler de tout ce qui a trait au doublage et mon ambition ultime, et ce serait extraordinaire, c'est de pouvoir faire des reportages sur des doublages. Alors ça peut être le doublage d'une série, ça peut être le doublage d'un gros film, ça peut être aussi des articles thématiques sur, je dis n'importe quoi, mais ça peut être les voix d'enfants dans le doublage, par exemple, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Ça peut être les chansons dans les films d'animation, comment on les adapte, ça peut être énormément de choses. Et donc voilà, je suis en train de terminer le numéro 1 et je vais attaquer dès le début du mois d'octobre le numéro 2. Et alors, on fait comment pour se procurer les numéros de Synchro? Alors, aujourd'hui, c'est strictement via une plateforme participative qui s'appelle Ulule. Donc j'ai lancé le numéro 0 sur Ulule, sur un objectif de 100, j'en ai vendu environ 140 et là j'en suis à quasiment 200 magazines de vendus parce que je continue à le vendre via Okepal. Et aujourd'hui, et pour les premiers numéros, ce sera strictement via Ulule. Après, une fois que j'aurai des prospects, en tout cas des lecteurs plutôt assidus, et que le nombre de lecteurs sera plus important, le nombre d'acheteurs, à ce moment-là, je mettrai en place un système d'abonnement. Mais au départ, ce sera strictement Ulule. Et pour l'instant, ils sont numérotés, du coup, vous n'allez pas en refaire d'autres, c'est ça? Non, effectivement. En fait, ce qui est intéressant dans le magazine, en tout cas, c'est ce que moi je voulais. Je souhaitais que ce soit un magazine ultra collector, quelque chose de très joli, de très beau. Donc, c'est une couverture hardcover, donc cartonnée, en dur. C'est une impression livre. C'est pas une impression magazine, c'est-à-dire que le papier est plus épais et ce sont des machines via mon imprimeur qui sont des machines qui sont utilisées pour l'impression des livres. Et pourquoi je voulais ça? Parce que je souhaitais pas un magazine qui soit jetable. Moi qui suis très grand collectionneur de magazines de cinéma, je regarde beaucoup et c'est vrai que des éditions, des très belles éditions, c'est quelque chose qui moi me parle. Et l'idée, en fait, c'est de faire un magazine qui soit numéroté, c'est-à-dire que les numéros ne seront pas réédités. L'intérêt, c'est pas l'appât du gain, c'est vraiment créer un objet qui parle aux gens, un bel objet qu'on prend plaisir à lire, pour lequel on prend plaisir à tourner les pages et qu'on prend plaisir surtout à ranger dans notre bibliothèque à côté de beaux livres sur le cinéma, pourquoi pas. C'est vrai, je sais pas ce qu'en pensent les autres autour de la table, mais moi je trouve que ça rend plutôt bien et c'est vrai que le fait de pouvoir toucher comme ça, comme un livre, ça fonctionne bien. En tout cas, c'est surprenant pour un magazine. Est-ce que vous avez remarqué des évolutions en matière de doublage depuis depuis vos premières interviews qui se sont passées au début des années 2000 du coup? Oui, alors moi depuis mes précédentes interviews, j'ai fait qu'une seule interview récente. Donc c'est un comédien qui va apparaître dans le numéro 1. J'ai quelques interviews qui sont déjà prévues, qui sont planifiées.
je trouve pas qu'il y ait beaucoup de différence. On se parle que de 15 ans. Alors, vous êtes encore jeune, donc 15 ans, pour vous, c'est beaucoup, mais 15 ans, finalement, c'est pas grand-chose. Si on se part sur 50 ans, bien évidemment, il y a eu énormément de changements, énormément d'évolutions techniques. Je pense que les grosses évolutions techniques, elles sont à venir. C'est-à-dire que, concrètement, il va y avoir des gros chamboulements dans le doublage, et ça commence déjà. Mais non, j'ai pas vu beaucoup de changements, à part qu'il y a beaucoup de comédiens que j'avais interviewés il y a 15 ans, malheureusement, qui sont décédés depuis. Et d'ailleurs, c'est qui le comédien ou la comédienne que vous aimeriez le plus interviewer là, pour un prochain numéro? J'aimerais bien réinterviewer Thierry Desroses. Pour le coup, faire une petite mise à jour parce que déjà c'était la première et que c'est quelqu'un qui était juste extrêmement sympa. Après il y a aussi des comédiens anciens que j'aimerais bien interviewer, comme Dominique Paturel par exemple, qui approche assez grandement des 90 ans, donc c'est quelqu'un dont la voix m'a beaucoup marqué et qui a une carrière juste incroyable. Evelyne Selena aussi, alors là je parle que de Dallas pour le coup. Evelyne Selena qui était la voix de Sue Ellen dans Dallas, et Dominique Paturel qui était la voix de JR dans Dallas, mais voilà, c'est des personnes qui m'ont énormément marqué étant enfant, parce que je dois dire qu'en définitive le doublage c'est beaucoup une Madeleine de Proust. On a tous en nous des voix qui nous ont marqué étant enfant, beaucoup de dessins animés, beaucoup d'animations, beaucoup de séries animées également, et c'est vrai que nous ne sommes pas de la même génération. Moi, j'approche dangereusement des 50 ans, mais voilà, on n'est pas de la même génération, mais vous, je pense que vous avez aussi des voix qui vous ont marqué étant enfant, et pour lesquelles vous avez un coup de cœur, en fait. Et on peut tomber amoureux d'une voix. Moi, il y a des voix pour lesquelles je suis vraiment tombé amoureux. Et en parlant de ça, d'ailleurs, c'est quoi votre doublage préféré, si vous en avez un? Je pense que c'est une question assez dure, mais bon. Ouais, s'il y en a quelques-uns qui ressortent. Il y a tellement de films. Il y en a deux. Alors je vais dire un doublage entre guillemets un peu récent, ça date un peu, mais c'est un doublage de 89, c'est Né un 4 juillet avec Tom Cruise, le film d'Oliver Stone, parce que il y a Dominique Collignon-Morin qui double William Dafoe, et parce qu'il y a Patrick Poivet qui double Tom Cruise, et que ce doublage est juste sublime, avec une interprétation qui est hallucinante de Patrick Poivet. Et Patrick Poivet, je disais il y a quelques secondes que on pouvait tomber amoureux d'une voix. Je suis littéralement tombé amoureux de la voix de Patrick Poivet. Donc il y a ce film-là, et un peu plus ancien, il y aurait Ben Hur. Ben Hur qui est un doublage mythique de la fin des années 50, où on a les plus grands comédiens de doublage de l'époque, dont Jean-Claude Michel qui était la voix de Sean Connery, de Clint Eastwood sur Charlton Heston. Et Charlton Heston d'ailleurs avait écrit un courrier à l'attention de Jean-Claude Michel où il expliquait toute la gratitude et le fait qu'il avait été impressionné par ce doublage, et qu'il était extrêmement content que Jean-Claude Michel ne l'ait pas trahi. Et alors, qu'est-ce qui est prévu du coup pour le prochain numéro de Synchro? On peut avoir quelques petites infos ou pas? Ouais, alors je vais en donner qu'une seule. C'est un secret de polichinelle, parce que j'ai commencé déjà à communiquer dessus. Mais il y aura un article hommage sur l'immense Jacques Frantz, qui était la voix de Robert De Niro et de Mel Gibson, ainsi qu'une interview que j'ai faite de lui à l'époque. C'est une interview très dense, elle fera 18 pages dans le magazine, et c'est une très très belle interview, parce que c'était quelqu'un de très profond, très lucide sur le métier, et voilà, il faudra la découvrir, mais il y a de très très bons mots, parce que c'était quelqu'un de très intelligent qui avait fait des études de philosophie, et quand il parlait, voilà, il savait exactement ce qu'il disait et pourquoi il le disait, et surtout avec les mots justes. Très bien. Et on peut retrouver où toutes les infos du coup sur le magazine Synchro? Alors, pour se le procurer? Bien sûr, vous avez déjà la page du magazine. C'est une page Facebook qui est suivie par un peu plus de 600 personnes, 600 abonnés, donc en très peu de temps finalement. Donc c'est plutôt prometteur. Donc ça s'appelle Synchro tout simplement. Mais je crois que vous allez mettre en lien le lien pour obtenir ce numéro 0, qui est un numéro où il reste à peu près 100 exemplaires.
disponible, donc il sera jamais réédité, il est numéroté. Si un jour vous allez à une convention et que vous voulez vous le faire signer par Maïdara, il aura d'autant plus de valeur, donc n'hésitez surtout pas. Et l'intérêt du magazine aussi, c'est de peut-être dans un avenir proche, je l'espère, parce qu'avec la Covid on peut pas trop rencontrer les gens, mais pourquoi pas organiser des dédicaces des comédiens qui sont au sommaire du magazine. Les gens sont très friands et Maïk Dara, d'ailleurs, qui était au sommaire du numéro 0, a fait une jolie dédicace à tous ses admirateurs et c'était fait avec très grand plaisir de sa part, en tout cas. Bon bah merci beaucoup en tout cas Olivier Barbery d'avoir répondu à nos questions. Ouais, personnellement moi j'ai travaillé sur le doublage, du coup j'ai dévoré ce magazine et c'est vrai qu'on apprend plein de choses, il y a plein de petites anecdotes et tout qui sont assez drôles, et puis on découvre aussi le métier de comédien de doublage qui est pas en tout cas la branche dans le métier de comédien qui est consacré au doublage et qui est pas souvent mise en avant, ça c'est sûr. On vous souhaite bon courage en tout cas pour Synchro et longue vie à ce nouveau magazine du coup. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous, bonne soirée. Benoît, c'est bon, tu peux reprendre la main. Merci Simon pour cette interview et merci à Olivier Barbery d'être intervenu dans l'émission. Passons maintenant au traditionnel quiz de la semaine concocté par Marie. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, vraiment. Anyway, lead on. Allons-y. Bonsoir Marie. Bonsoir Benoît. Tu nous as quelle entrée magnifique. Mais en fait, elle était là depuis le début, c'est juste elle J'étais voit là pas. cachée dans l'ombre, j'attendais mon générique. C'est parti pour ton quiz. Alors ce soir, nous avons d'un côté une équipe d'anciens, dirons-nous, avec Simon et lui une équipe de frères aussi finalement. Hein. Et de l'autre, nous avons l'équipe des nouveaux. Je m'entends nouveau, Benoît, tu es nouveau à l'animation évidemment. Et puis, bienvenue à Marine et Lucien. Je me dis, bah non, mais je suis contente. Alors. Il y avait écrit son nom juste derrière toi, ouais. Hein. Ah bon ? Ouais. Mais je ne le vois pas. Alors moi, tu vois, franchement, je suis pas de mauvaise foi, je ne le vois pas. Alors, ce quiz débute par une traditionnelle question qui est qu'il faut deviner son titre, sachant que le titre du quiz est toujours un jeu de mots avec le mot quiz et un des titres de films de la semaine. Donc ce soir, je le rappelle, c'était Dune, l'origine du monde ou Le bal des folles. Et donc, le titre du quiz sera un jeu de mots avec l'un de ces titres de films. Je vous laisse me donner vos propositions. Avec Edwin, on hésite entre deux, le bal du quiz et l'origine du quiz. L'origine du quiz, en vrai. Vous avez le droit de donner une réponse similaire. Le quiz des fous. Tu le penses comment, vas-y. Ah, c'est vrai, le quiz des folles. Je vais te faire confiance. Non, mais sachant que je donne une précision, je ne modifie jamais les mots des titres. Du coup, qui sont les chefs d'équipe Chefs d'équipe, absolument. Nous avons Simon et Benoît, évidemment. Ouais. Ok. Un duel d'animateurs. Edwin était content, il a fait yes, je peux pas dire le Le quiz des folles. Le quiz des folles, vous dites, et nous, l'origine du quiz. On fait pas comme eux, voilà. Ouais, l'origine du quiz. Allez, le quiz des folles pour nous. Et c'était l'origine du quiz, absolument. Premier point pour l'équipe de Simon. Ouais. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, attends, quand même. Écoutez, mon stylo ne marche pas. Tiens, celui-là fonctionne. Je te remercie, Simon. Heureusement que t'es là. Nous arrivons à la vraie première question de ce quiz qui est la musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique ? Premier contact. Blade Runner 2049. Non. Sicario. Non. Incendie. Non. Prisoners. Non. Enemy. Non. Gravity. Non. On cherche du mauvais côté. Je pense, oui. Interstellar. Non. Je vais donner une précision pour ceux qui n'ont jamais participé à ce quiz. En général, la musique de la semaine est en rapport avec les films de la semaine, évidemment. Non. Respire. Oui, absolument. Respire de Mélanie Laurent, qui était déjà avec Lou Delage. Et ce qui fait 2 points pour l'équipe de Simon. On arrive aux questions en or ou en bois. Ce sont tout simplement des vrais ou faux. Première info. Un film russe va doubler Tom Cruise dans la course à l'espace en devenant le premier film tourné dans un satellite. Est-ce que c'est en or, est-ce que c'est en bois ? Donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? On les laisse d'abord dire, mais si vous nous avez entendu. Non, mais on n'est pas sûr après non plus. Moi, il y a un truc dans sa question qui me dit quelque chose que je suis pas sûr.
Vous en pensez quoi du coup T'as dit un satellite. Vous avez rien? Je sais. Je pense que ça peut être marrant de dire ça, mais vas-y, vraiment. On dit quand même je suis d'accord. en or. En or. Eh bien, vous avez raison, effectivement. Un équipage russe décollera en effet le 5 octobre 2021 pour tourner The Challenge, qui sera donc tourné dans l'ISS. Et donc, c'était Tom Cruise qui devait faire ça à la base, mais il était trop lent. Alson, on ne sait pas. Ah, ça, je ne lui ai pas demandé, je t'avoue, mais je pense un peu quand même, on va pas se mentir. 3 pour l'équipe de Simon, premier point pour l'équipe de Benoît. Deuxième info, HBO vient d'annoncer une série spin-off de Dune sur les Harkonnen. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En bois. En bois. C'était avant en fait qu'elle avait été annoncée, finalement ils l'ont pas faite ou un truc comme ça. C'est en bois, mais c'était pas les Harkonnen. Mais ce sera une série qui s'appellera The Sisterhood et qui sera centrée sur la sororité Bene Gesserit. Exactement. On en a parlé juste avant. On en a parlé tout à l'heure. Mais ils vont vraiment la faire. Mais est-ce qu'ils vont vraiment la faire? Parce que moi j'avais vu qu'il y avait un projet de série mais qu'ils avaient un petit peu abandonné. Non, apparemment c'est dans les clous. Denis Villeneuve, il sera producteur et réalisateur d'épisodes pilotes. Et après il passera la main, donc ça a l'air d'être parti. Écoutez, donc 4 pour l'équipe de Simon, 2 pour l'équipe de Benoît. Troisième info, la monteuse de la trilogie originale de Star Wars, Marcia Lucas, s'en prend à Kathleen Kennedy et défend Rian Johnson face à la médiocrité de J.J. Abrams. J'ai la réponse. Est-ce que c'est faux? Il a la réponse. Quelle est ta réponse? Je lui fais confiance. Moi j'ai vu l'article, mais je sais pas si dans la précision si c'est ça. Pour moi c'est vrai. Mais non, c'est faux. Elle dit que justement que c'est la merde. En fait. Toute la trilogie. Attendez. Une réponse. Elle dit que toute la trilogie, la nouvelle trilogie, c'est de la merde. Donc pourquoi elle défendrait Rian Johnson? J'attends ta réponse, Simon. Redis-moi ta phrase là. C'est ça qui me stresse. La monteuse de la trilogie originale de Star Wars, Marcia Lucas, s'en prend à Kathleen Kennedy et défend Rian Johnson face à la médiocrité de J.J. Abrams. Mais pourquoi elle défendrait Rian Johnson? C'est ça que je comprends pas. J'aurais dû lire cet article au lieu de survoler l'article. Juste. Ah, ça c'est l'erreur. Bon, tu t'en penses quoi toi? Moi je sais qu'elle a critiqué en tout cas. Reste fidèle à ce que tu voulais dire. Reste fidèle à toi-même, Simon. Voilà, donc ça. En bois. En bois et en bois. En bois, oui. Et vous avez raison, effectivement, elle n'a pas du tout défendu Rian Johnson, elle a juste totalement dézingué la nouvelle trilogie en entier. Je cite, c'est nul, les grandes lignes du scénario sont médiocres, tout simplement médiocres, affreuses. J.J. Abrams et Kathleen Kennedy, il faut qu'on parle. Elle est prête à aller se taper, Marcia Lucas, elle déteste cette trilogie. Ton qui a dit, tu vois. Je m'étais dit, ça va être son qui a dit. Écoute, non. Passez à 5, l'équipe de Simon, 3, l'équipe de Benoît. Dernière info, Daniel Craig pense que James Bond devrait rester un homme blanc. Oula. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Vous avez quelque chose là? Ça va faire polémique. Alors j'ai pas lu l'article aussi, mais. Eh bah voilà, mais faut lire les articles en entier. J'ai survolé comme Simon. On va voir si ça. Vas-y, si ça marche, je le survole. En or, on dit. Ça serait en or. D'accord. En bois, je pense. C'est en or. Effectivement, il a dit. Je vais juste dire ce qu'il a dit. Ça, c'est bien Benoît Blanc. Il doit simplement y avoir de meilleurs rôles pour les femmes et les acteurs de couleur. Pourquoi une femme devrait-elle jouer James Bond alors qu'il doit y avoir un rôle aussi bon que James Bond, mais pour une femme? Je me disais que ça serait ça l'article. Parce que et vous entendez. Ouais, voilà, bien sûr, t'as deviné, t'as une intuition quoi. C'est le survol. Équipe de Simon, vous passez à 6. Et on arrive au qui a dit. Donc je donne une citation de quelqu'un. Vous devez retrouver l'auteur de cette citation. Rapidité, la question. Question à la rapidité, effectivement. Omar Sy a un rire irrésistible, c'est contagieux. Colin Trevorrow. C'est l'un de ses nombreux super pouvoirs qu'il possède à la fois en tant qu'acteur et en tant qu'humain. La première fois que j'ai rencontré Omar, j'ai immédiatement senti son énergie. Gilles Lelouch. Il est présent, ouvert, heureux d'être là. C'est une véritable lumière. Nous nous sommes beaucoup amusés. Nous nous sommes beaucoup amusés en préparant à vif, cuisinant tous les deux avec oui, voilà, Cooper, absolument. Qui a écrit le texte qui intronise Omar Sy dans le top 100 des personnalités les plus influentes de l'année 2021. Qui a été établi par le magazine Time. Voilà, c'est lui qui a écrit le texte parce qu'il l'adore, hein, c'est des bros quoi. Et donc il adore dans Les Méchants de Mouloud Achour. Oui, c'est ça. Vous passez à 7, l'équipe de Simon. On arrive à la question Sherlock Holmes. Une question particulière, puisqu'elle vaut 3 points. Une question à la rapidité, je vais énoncer un crime, au sens large du terme, et vous devez me retrouver l'auteur du crime, tout simplement. Et ça peut faire jouer tout, enfin, faire basculer les scores. Il y a 3 points en jeu. Ouais. Je crois en vous. Là. Le crime est: je prépare une comédie sur le ski avec Audrey Fleurot. Fabien Antoniette? Non. Quoi Laurent Lafitte? Non. Avec Audrey Fleurot.
José Garcia. Non. Euh, Pour moi, c'est un crime vu la personne. Enfin, vu la personne. Voilà, donc Philippe imaginez-vous. Lachaud. Non. Mais on est dans une bonne veine, hein, effectivement. Tarek Boudali. Non. Ah. T'as un indice? Il est plus vieux que ça. Fabien Antoniente. Alors, Franck Dubosc. Non. Olivier. Elie Simone. Non. Gilles Lelouch. Non. Olivier quelque chose. Non. Quelqu'un qui est habitué à des comédies un peu merdiques. Danny Boone. Ah, il y en a beaucoup. Non, mais on est sur cette trempe-là d'acteur français. C'est un acteur à la base, avant qu'il réalise. Vous l'avez, Christian Olivier, Clavier. là, Non. celui qui fait les tuches là. C'est un acteur. Jean-Paul Rouve. Non. Olivier Barou. Non. On l'a vu dernièrement dans un film qui parle du confinement et qui était extrêmement mauvais. Mais. Oui, je sais. François-Xavier de Maison. Non. Oh là là, on l'a Mais pas. t'es sur le bon film, en tout cas. C'est l'acteur principal dans ce film-là? Non. Pascal Demelon. Elle est tendance à cette question. Non, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il avait une émission très 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 connue à la télévision. Michael Youn. Oui. C'est vrai. Michael Youn. Et j'ai pas vu le film en question. Mais oui, c'est vrai, j'ai vu l'article, je l'ai survolé. Eh ben, bravo. Bravo à toi. Écoute, mais vous passez quand même à 10. On fait du Avec ces survolage. 3 points, finalement. Pas besoin de lire les news, juste regarder. Juste survol et t'as de l'intuition. Voilà, voilà. c'est bon. Après... Alors, on passe au quiz spécial. Cette semaine, nous avons concocté un quiz spécial, le désert au cinéma. Ouais. Et on commence avec le qui c'est cela. Je vais vous donner des noms de personnages et vous devez me retrouver le film, tout simplement, à la rapidité, toujours. Si je vous dis Don Salluste des Bazans et Blaze. La folie des grandeurs. Absolument. La folie des grandeurs de Gérard Houry. Trop bien. Je ne savais même pas qu'il y avait une partie dans le désert, voilà, c'est pour vous dire. Eh bien, vous passez à 4, l'équipe de Benoît. Une réplique, un film, vous allez entendre une réplique, trouvez simplement le film dans lequel est cette réplique. Dans quel film entend-on cette réplique? Ça, une intro au début. Ça, voilà. Oui. Non, il y a une intro. Il y a une petite intro, oui, parce que bizarrement, quand je cherchais des scènes, c'était complexe. À la dernière Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Ah putain, faut elle le l'a dire dit, plus vite. elle l'a dit, Astérix Obélix Mission Cléopâtre, absolument. J'ai rien entendu. La fameuse réplique d'Alain Chabat et de Monica Bellucci au début du film. Vous passez à 5, l'équipe de On Benoît. a juste entendu Panoramix, je crois, c'était où. On arrive au résumé raté. Alors là, je vais vous lire un résumé de film, mais qui est tout simplement raté, hein, comme c'est écrit dans le titre. Et vous allez devoir retrouver le film dont je parle. Ben, enfant bougon au charisme discutable, va se fâcher tout rouge avec son tonton à cause de l'héritage de son grand-père. Mais les proches de Ben sont du côté de leur tonton et vont devoir se planquer tel bip bip devant le coyote. Je vous laisse deviner qui a écrit ce résumé, Justin. Va alors avoir lieu un duel entre Ben et l'oncle, mais pas Saul. Va en suivre un magnifique affrontement sous un sable de paprika, qui au final va être remporté par le tonton qui, comme Mélenchon, n'était qu'un hologramme. Quoi? C'est Ben l'oncle. Il me faut un titre Le réveil de la complet. force. Oui, absolument. Oh. Star Wars 7, le réveil de la force. Bah, je l'avais pas. C'est Raphaël qui a écrit ce résumé, voilà. Je il vous était l'avoue. vraiment raté. J'ai franchement. pas Il était autant bien raté. d'imagination. Il était bien raté, mais suffisamment pour que quelqu'un trouve quand même. Ouais, voilà. C'est parfait. Vous passez à 11. On passe au jeu des synonymes. Alors là, je vais vous donner un titre de film, mais que j'ai modifié en utilisant des synonymes de ce titre. Okay. Admettons, si je vous dis la direction d'une soirée, ce sera le sens de la fête. Par exemple. Sauf que la petite subtilité. Oh non, oh non. Petite subtilité, j'ai donné un synonyme français à un titre anglais. Oh, purée. Voilà, je vous le dis. Vas-y. Si je vous dis représailles. Oh là là. Représailles. Alors du coup, c'est un synonyme de la traduction française du titre. Ouais. La vengeance, Star Wars, la vengeance. Alors, vengeance. Vengeance. Si j'ai mis qu'un mot, c'est que le titre c'est qu'un mot. Hein. Ah d'accord. Okay. Eh oui. Vengeance. Enfin, c'est qu'un mot. Oui, oui, mais c'est un titre anglais, non? Revenge. Revenge, absolument. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Revenge de Farja qui se passe entièrement dans un désert. Vous avez une image. Putain, c'est vrai. Je l'ai vu en plus. Bah oui. Vous passez à 6, l'équipe de Benoît. On arrive à Merci le Québec. Alors là, je vais vous donner un titre de film québécois et vous devez retrouver le titre original de ce film. Si je vous dis Le visage de la peur. La Mask momie. of the Dead. Non. La momie, le retour de la momie. Non. Alors je précise, c'est un titre français. Nous, on a un titre français à ce film. Voilà. Ah, il y a un titre autre français que je vous demande. De la peur. Le visage de la peur. Face of the Dead. Non. Bah non, parce que c'est pas en français. T'as bien compris le truc. Attends, Laurence d'Arabie, tiens, il s'appelle comme ça.
Visage. C'est un film d'horreur, hein, on va pas se mentir. J'ai que celui de Mario Bava, mais. Mais ça se passe pas dans un désert. Les 3 visages de la peur, je sais pas. Non. Camping 3, Camping 2 quand ils vont dans la dune d'Ipila là. Hop. Je peux vous dire que c'est un film de Wes Craven. Non. La colline a des yeux. Absolument. La colline a des yeux. Tout à fait, vous passez à 12. C'est le visage de la peur. On arrive au film qui baise ensemble. Alors là, soit vous connaissez Adrien Méniel et vous connaissez le jeu, soit vous ne connaissez pas Adrien Méniel et donc je vais vous expliquer. Je vais vous lire un pitch réunissant 2 pitchs de films mélangés et vous allez devoir me trouver le mélange que donnent les 2 titres. À quoi se de pitch. Admettons, si je vous fais un pitch qui mélange Thor Ragnarok et Rock'n'Roll de Guillaume Canet. Absolument, ça Thor donne... Ragnarok and Roll. Absolument. C'est dur. Absolument. J'ai jamais réussi. Si on est bon, je commence le résumé. Non, on n'est pas. Rick O'Connell est un aventurier féru d'histoire. Au cours d'un voyage, il se retrouve confronté à des nazis cachés dans une pyramide alors qu'il cherchait une ancienne momie. Problème, son père est de la partie et ça va pas être de la tarte. Souvent en conflit, ils vont se rendre compte à travers cette aventure qu'ils sont bien plus proches qu'ils ne le pensent et renouer leurs liens. J'en ai qu'un. Indiana Jones. Indiana Jones, c'est le retour de la dernière croisade de la momie. Oula. Plus simple. Indiana Jones, c'est la dernière momie. Non, il faut qu'il y ait tous les mots. Hein. Indiana Jones et la momie croisade. Vous partez mal. Il faut qu'il y ait un lien logique. La momie Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Voilà, la momie Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Absolument. Comment on devine ça? Donc la momie et Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Évidemment, vous passez à 13. Évidemment, bien sûr. On arrive au pas tourné. C'est une question à 5 propositions. Vous allez chacun avoir le droit à une proposition, donc pas de stress sur celle-là. La cité de la vallée du Drap, dans le Sahara, au sud du Maroc, connue comme la Porte du désert, est un immense plateau de cinéma et a accueilli depuis des années nombre de tournages de films. Parmi ces films donc, lequel n'a pas été tourné dans cette partie du Sahara? Lawrence d'Arabie, Gladiator, Mad Max Fury Road, Les 10 Commandements ou Le Diamant du Nil. J'ai une intuition, mais je suis pas sûr. Je l'ai redit. Lawrence d'Arabie, Gladiator, Mad Max Fury Road, Les 10 Commandements ou Le Diamant du Nil, lequel n'a pas été tourné dans le Sahara. Peut-être demande à Lucien, une intuition. On part sur ça? Ouais. Mad Max Fury Road, on dirait. Très bien. Mad Max aussi en Australie, je pense. Ok, vous validez? Je crois pas que ça soit en Australie, mais c'est genre Zimbabwe ou un truc comme ça. C'est en Afrique en tout cas. Vous avez effectivement tous les 2 raisons. Mad Max Fury Road a été tourné en Namibie. En Namibie, voilà. Et les 4 autres, du coup, dans le Sahara, vous gagnez chacun 1 point, 14 pour l'équipe de Simon, 7 pour l'équipe de Benoît. On arrive au casting 5 étoiles. Alors là, tout simplement, je vous donne un casting de film et vous me trouvez le film qui correspond à ce casting. Toujours en rapport avec le désert. Toujours en rapport avec le désert, évidemment. Ok. Dieudonné Houle, Aurélia Thierry, Dan Warner, Gérard Depardieu et Isabelle Huppert. La Valley of the Dead de... Non. Valley of Love. Valley of Love, absolument, c'est ça. Valley of Love, qui est tourné du coup dans la vallée de la mort. Non mais parce que t'étais pas loin, c'est vrai, c'est dans la vallée de la mort finalement. Avec Gérard Depardieu, putain. Vous passez à 8, l'équipe de Benoît. On arrive à la question musique de film, mais cette fois-ci en rapport avec le désert. Dans quel film peut-on entendre cette musique ? The Rover? Non. Indice. C'est une musique de Woodkid. Ah, de Woodkid. Hunger Games? Non, et le réalisateur de ce film, c'est le fils d'un réalisateur connu, très connu. Alien contre Cowboy. Non. Peut-être Nick Cassavetes, tu vois. N'oublie jamais. C'est un film, je vous le dis, de Jonas Cuaron. Desierto. Desierto, absolument. Du coup, qui est sur la traversée aux USA et le désert de Sonora. Vous passez à 9, l'équipe de Benoît. On arrive au duel time. Alors là, c'est la partie la plus importante du quiz. Les chefs d'équipe vont s'affronter sur des questions. Le début servait à rien, c'est ça. Si. Mais là, c'est là que tout va se jouer. Finalement. Et ils vont s'affronter sur des questions à thème. Simon, tu es en tête, tu vas pouvoir choisir le thème de ta question en premier. Tu as le choix entre Sable Blanc ou Casting de rêve. Casting de rêve. Très bien, la question est ainsi. Parmi ces 4 films se passant dans un désert, lequel ne compte pas à son casting un acteur ou une actrice du Seigneur des Anneaux ? Babel, Le Patient Anglais, Priscilla Folle du désert ou Hidalgo ? C'est quoi Hidalgo ? C'est sur la mairie de Paris, c'est ça ? Ouais, c'est ça.
Alors attends, Priscilla folle du désert, je pense que c'est possible. Je le rappelle, il gagne ou perd 5 points. Anne Hidalgo dans Le Seigneur des Anneaux, je m'en rappelle. C'est quoi les... Nous avons Babel, le patient anglais, Priscilla folle du désert et Hidalgo. Le patient anglais. Est-ce qu'il y a un acteur anglais? Bon, Hidalgo, je sais pas. Du coup, à tous les coups, il y a un acteur du Seigneur des Anneaux. Patient anglais. Est-ce que je pars sur ça? Patient anglais. Très bien, je note. Benoît, tu as donc la question sable blanc. Oh là là. Lequel de ces films n'est pas tourné en partie dans un désert de sable blanc? Jerry de Gus Van Sant, John Wick Parabellum de Chad Stahelski, Mon nom est personne de Tonino Valeri, Transformers de Michael Bay. Ne cherche pas d'image, Benoît, parce que je n'en ai pas mis, parce que ça pourrait potentiellement spoiler la question. Est-ce que tu pourrais répéter rapidement? Jerry de Gus Van Sant, John Wick Parabellum, Mon nom est personne, Transformers. Lequel n'est pas tourné dans un désert de sable blanc? Alors, Jerry, c'est sûr que c'est dans un... Attends, t'as pas le droit de répondre. T'as pas le droit d'aider. Désolé. Je dirais Transformers sans conviction. Très bien, je note. Je crois qu'il y a Transformers. Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Pour ça, j'aurais pas fait Simon. Ouais. Alors, dans Babel. Kate Blanchett. Absolument, dans Priscilla folle du désert. Ian McKellen. Hugo Weaving. Je disais Hugo Weaving. Dans Hidalgo. Viggo Mortensen. Absolument, Viggo Mortensen. T'es au courant, Edwin? Non, t'allais chercher. C'est quoi Hidalgo? Ah ouais. Et du coup, donc, est-ce que le je vois patient Anne anglais Hidalgo compte beaucoup de gens à son casting. Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Colin Firth, plein de monde, mais pas de gens du Seigneur des Anneaux. Tu arrives à 19, Simon. Voilà. Benoît. C'est John Wick Parabellum qui n'a pas été tourné dans un désert de sable blanc parce qu'il a été tourné dans le désert d'Arabie, qui n'est pas du tout un désert blanc. Désolé. Tu tombes à 4. Belle victoire de l'équipe Simon Edwin des frères Baïchou, bravo à vous. On est là, on représente. Et ben merci Marie pour Avec ce plaisir. quiz. Il est l'heure du générique de fin de cette émission. J'aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné ce soir pour ce 3e épisode de The Cinema Show. Simon, Edwin, Marie ainsi que Marine et Lucien pour leur première. Merci à Arnaud pour la technique et Margot à la vidéo. Merci à Olivier Barbery. Déborah qui a fait la vidéo, qui a préparé la vidéo. Oui. Merci à Olivier Barbery d'être intervenu dans l'émission. Si l'émission vous a plu et que vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter ainsi que sur YouTube et toutes les plateformes de podcast pour retrouver les replays des émissions. La semaine prochaine, nouvelle émission et nouveau programme. Il sera alors question de 3 films: Stillwater, La Voix d'Aïda et La Troisième Guerre. Il y aura le réalisateur de La Troisième Guerre aussi. On espère en Zoom cette fois. On espère. Comme toutes les semaines, on se quitte en musique. Ce soir, j'ai tout simplement envie de vous laisser avec le titre Here Comes Your Mens des Pixies. Bonne semaine à vous. C'était The Cinema Show tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant.